j'avais déjà fait Stopo l'année dernière et voilà. Et effectivement, il me tient à cœur de partager un peu mon expérience et mon avis sur les problèmes endocriniens chez les patients traumatisés crâniens, puisque ça me motive, entre autres, hein, je ne fais pas que ça, mais depuis ma thèse. J'ai découvert ce sujet-là depuis ma thèse quand j'étais à Lille. Et maintenant, donc, dans le service d'endocrino de l'hôpital de Lorient, mais où je reçois régulièrement aussi les patients de CARPAP. Bah, voilà, vous n'hésitez pas à m'interpeller hein, s'il y a des questions. Il y aura un petit temps de discussion de toute façon à la fin. Alors effectivement, j'ai articulé sur deux parties. La première, d'essayer de voir enfin, pourquoi effectivement on se pose la question traumatisme crânien et déficit hypophysaire. C'est pas si vieux que ça en fait, hein, c'est le début des années 2000. Avant, c'est pas trop une entité qui existait. Et puis donc, aujourd'hui, c'est effectivement plus une revue de la littérature pour comprendre un peu les prévalences, enfin voir les prévalences et quel retentissement du coup ça peut avoir sur le devenir de ces patients que vous prenez en charge. Pourquoi on se pose la question déficit endocrinien et traumatisme crânien? Parce que bon, ça c'est une petite diapo résumée, mais vous savez ça bien mieux que moi. Qu'il y a une rupture existentielle après un traumatisme crânien, une rupture dans le devenir analytique avec des troubles neuropsychologiques plus importants chez les patients qui ont eu des TC sévères, mais c'est aussi, ça peut être le cas aussi chez les patients avec un TC léger, des troubles neurocomportementaux, des troubles du sommeil, de la fatigue, qui sont des éléments très fréquents, des troubles du comportement alimentaire possibles, des troubles psychiatriques, notamment des troubles de l'humeur. Il y a aussi une rupture dans le devenir fonctionnel avec les troubles de la marche, sensorielle et l'épilepsie. Il y a l'entité du syndrome post-commotionnel. Voilà, moi, je ne rentre pas dans les détails. L'altération de la qualité de vie et puis une rupture dans le devenir socio-professionnel. Ça, c'est l'état des lieux chez les patients traumatisés crâniens. Alors, l'origine, elle est évidemment multifactorielle, neurologique, ça c'est évident, psychologique aussi. Et puis, donc, la question qui s'est posée, franchement, au début des années 2000, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une cause neuro-endocrinienne intriquée ou qui se surajoute? Pourquoi? Parce que l'hypophyse, c'est juste en avant du cerveau. Donc là, vous voyez, sur une coupe sagittale, l'hypophyse, c'est juste là. Avec par ici les noyaux hypothalamiques, hein, qui sont des éléments importants aussi dans le contrôle de la fonction hypophysaire. Donc là, on voit pareil hein, sur la coupe sagittale, avec l'antéhypophyse ici, la post-hypophyse qu'on voit ici en blanc. Et puis là, donc sur une coupe coronale, hein, c'est notre hypophyse qui est posée ici sur la selle turcique, donc sur la base du crâne, vraiment en avant, puisque là, vous voyez ici, c'est les nerfs optiques, en fait, c'est le chiasma optique, exactement. Et ici, la tige pituitaire, et là, on voit donc le chiasma optique, donc c'est très en avant du cerveau. Mais évidemment, on peut se dire, traumatisme crânien, l'hypophyse est dans le cerveau. Est-ce que finalement, elle fonctionne bien après un traumatisme crânien? Et puis l'hypophyse, c'est quand même une glande. Moi, j'appelle ça, quand j'explique aux patients, quand je les vois, en fait, c'est que c'est le chef d'orchestre des hormones de l'organisme. Alors ici, c'est la partie postérieure de l'hypophyse hein, que je vous ai montré tout à l'heure, qui fabrique donc l'hormone antidiurétique qui agit sur le rein et qui permet donc de réguler, entre autres, la soif et via le fait de pouvoir retenir ou pas ses urines. Et puis, il y a ici toute la partie donc, de l'antéhypophyse. Alors, ici, en rouge plus foncé, c'est en fait les fabrications d'hormones au niveau hypothalamique qui ont ensuite une répercussion, c'est ce qui est orange ici, donc c'est les hormones fabriquées par l'hypophyse et qui vont ensuite effectivement aller commander les glandes périphériques. Donc, ici, il y a l'ACTH fabriqué par l'hypophyse qui va stimuler la corticosurrénale pour fabriquer, entre autres, mais c'est une des hormones vitales, le cortisol. La TSH fabriquée par l'hypophyse qui stimule donc la fabrication des hormones thyroïdiennes en stimulant directement la thyroïde. La FSH, la LH qui va stimuler les gonades, donc ovaires ou testicules.
L'AGH, qui va aller stimuler ce qu'on appelle l'hormone l'IGF-1 fabriquée par le foie et les adipocytes. Donc là, qui est un élément important évidemment de la croissance chez l'enfant, mais c'est une hormone qui est toujours fabriquée chez l'adulte et qui a son rôle. Je vous le montrerai, l'expliquerai. Et puis, bon, la prolactine, on va dire que c'est plus anecdotique puisque cette prolactine, elle permet l'allaitement principalement, mais elle n'a pas d'autre impact dans la vie de tous les jours. Et en fait, nous, endocrinos, ce qu'on connaît bien, c'est que l'hypopituitarisme, donc le déficit dans ces hormones hypophysaires, a des manifestations bien démontrées, étudiées, mais déjà depuis assez longtemps, avec une altération manifeste de la qualité de vie, que ce soit en termes de fatigue, fatigabilité, et que ce soit aussi bien physique qu'intellectuel. C'est pourvoyeur aussi de troubles de la mémoire et de troubles attentionnels, de troubles de l'humeur. C'est clairement aussi des gens qui ont un manque de motivation, un manque d'envie. Il y a aussi donc la baisse de la libido et on retrouve chez ces gens en général un isolement social plus important. Là, je parle de gens qui ont un déficit hypophysaire pour tout un tas de raisons, soit des maladies génétiques, soit des gens qui ont été opérés de l'hypophyse ou qui ont des tumeurs, même bénignes de l'hypophyse, qui empêchent l'hypophyse de bien fonctionner. Et donc, on connaît bien aussi les questionnaires de qualité de vie, comme vous. Alors, ça a été démontré, vous voyez, déjà des années 80, 90, qu'il y avait, sur ces questionnaires, on arrivait à objectiver effectivement des altérations de la qualité de vie. Et sur un questionnaire, je vous en parle parce que c'est un questionnaire un peu plus spécifique que nous, endocrinos, on utilise facilement, le QL-AGHDA, en fait, qui est spécifique du déficit en hormones de croissance de l'adulte. Et on sait que donc il y a une altération de qualité de vie chez ces patients-là. Les autres manifestations, en dehors de ces effets un peu neuropsychologiques, c'est que ça joue aussi sur une réduction de la force musculaire et des capacités physiques. Alors, c'est à la fois le déficit en hormones de croissance qui va donner ça, à la fois, par exemple, chez les hommes, le déficit en testostérone va jouer évidemment. La réduction de la masse osseuse avec augmentation du risque fracturaire est démontrée aussi chez les patients qui ont un hypopituitarisme, pareil, lié au déficit gonadotrope, donc en testostérone ou estradiol, somatotrope, ça c'est en hormones de croissance, mais lié aussi au déficit corticotrope. Autre manifestation, des modifications corporelles, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont clairement être plus à risque de développer un syndrome métabolique parce que le fait de ces déficits hormonaux, notamment gonadotropes et somatotropes, vont augmenter la masse grasse, diminuer la masse maigre, donc favoriser un hyperinsulinisme, des dyslipidémies athérogènes. Et ça a un retentissement démontré également sur le système cardiovasculaire. Et ce qui est démontré aussi donc, dans les études, c'est que ces gens qui développent un hypopituitarisme, quelle que soit la cause, ils ont une surmortalité globale, probablement en lien notamment avec ce syndrome métabolique et ces facteurs athérogènes. Et donc, pourquoi en fait, je pense que le postulat un peu de départ, c'est de se dire, finalement, les signes qui sont présentés par les patients traumatisés crâniens, qui sont certes potentiellement liés d'origine neurologique, il y a une atteinte neuronale évidente, etc., d'origine psychologique, est-ce que aussi l'atteinte neuroendocrinienne altère pas en fait le devenir de ces patients, surtout quand on voit qu'il y a quand même des ressemblances en termes de symptômes. Alors, la physiopathologie, de façon assez ancienne, on retrouve quand même des données d'autopsie. Alors, c'était vraiment à ce moment-là sur des cas isolés, c'est-à-dire vraiment des case reports, et où il est retrouvé sur des hypophyses de patients traumatisés crâniens, des phénomènes ischémiques, nécrotiques ou hypoxiques, vous voyez ici. Donc là, c'est des phénomènes d'ischémie de l'antéhypophyse ou de la posthypophyse, là, des phénomènes plutôt hémorragiques, sur la posthypophyse, sur l'hypothalamus, des sections de tige, ça aussi, c'est connu, du fait de la cinétique en fait lors des traumatismes crâniens. Et on sait que le système de vascularisation de l'hypophyse, il est très particulier parce qu'il n'y a pas tellement de supplémentation. En fait, c'est un système porte qui agit beaucoup en autonomie.
Et ce qui fait que, évidemment, dès qu'il y a une atteinte de ce système vasculaire, il n'y aura pas de suppléance. Et donc, ça la rend particulièrement fragile à tous ces phénomènes ischémiques ou hypoxiques. Quand on regarde un petit peu du coup les données morphologiques, après, quand les premières études de prévalence ont été faites, donc évidemment, on s'est intéressé aux données morphologiques. Donc, il y a une étude là en 2008, Maya, qui fait, alors c'est rétrospectif, donc des patients qui ont eu un TC sévère ou modéré. À la phase aiguë, ils ont eu donc une IRM hypophysaire. Ils ont comparé à 43 patients qui étaient sains. Par contre, ils n'ont pas du tout étudié les fonctions hypophysaires. Donc, on ne peut pas faire de lien. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le groupe trauma crânien, il y avait une augmentation significative de la taille de l'hypophyse, donc phénomène peut-être inflammatoire, hémorragique, et des anomalies focales dans 30% des cas. Schneider, lui, a utilisé, alors toujours de façon rétrospective, alors sur un plus petit nombre de patients, mais il a étudié des gens qui avaient des déficits hypophysaires après un trauma crânien ou qui n'en avaient pas. Et donc là, il a permis de montrer que sur les IRM, il y avait une anomalie effectivement de la morphologie hypophysaire chez 80% des gens qui avaient un déficit, mais 29% des gens qui n'avaient pas de déficit, ou en tous les cas pas encore à ce moment-là, avaient aussi des anomalies de l'IRM. Et inversement, on peut avoir des déficits sans avoir donc d'anomalies sur l'IRM. Donc, c'est la diminution du volume de l'hypophyse qu'on peut retrouver, ou bien des phénomènes d'inhomogénéité qui peuvent faire penser effectivement que ça a saigné, ou bien cet hypersignal blanc qu'on voit en T1 de la post-hypophyse qui a disparu. Donc voilà. Alors, la physiopathologie, après, il y a une hypothèse, en fait, alors qui traîne pas mal, c'est difficile à démontrer, mais auto-immune et neuro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'on a trouvé chez ces patients qui avaient eu un traumatisme crânien, des anticorps anti-hypophysaires. Alors ça se dose pas du tout en routine, mais près de la moitié des patients ont ces anticorps, alors probablement en réaction à ce qui s'est passé. Alors, c'est pas spécifique des traumas crâniens, par exemple, dans les syndromes de Sheehan, qui sont les problèmes de déficit hypophysaire après des accouchements hémorragiques, donc quand il y a eu des bas débits ou ce genre de choses, il y a des déficits hypophysaires qui peuvent se produire, et il y a aussi présence de ces anticorps. Et Tanri Verdi, lui, a montré qu'il y avait une association significative avec un OR à 2,25 entre la présence de ces anticorps et le fait de développer au moins un déficit hypophysaire, et avec toute cette cascade auto-immune, vasculaire, inflammatoire, et qui peut mener à une dégénérescence neuronale, notamment, et peut-être des hypopituitarismes différés. Je vous en parlerai justement tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les prévalences, donc les déficits hypophysaires, donc vous voyez, donc vraiment, on voit fleurir les études à partir de 2000, et avec une prévalence qui est très variable, ça va de 11% ici à 68%. Quand on regarde de façon plus récente la méta-analyse de 2015, alors qui est la plus récente, donc il y a quand même pas mal d'études là qui sont colligées. On voit que la médiane, elle est à peu près en fait entre 25 et 30% de prévalence des déficits hypophysaires après un traumatisme crânien. Donc c'est quand même pas négligeable, ça veut dire potentiellement un patient sur 4. Alors, vous voyez qu'il y a aussi des grands écarts, et ça, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ces écarts. Alors, la nature des déficits hypophysaires, c'est-à-dire la question est de savoir est-ce qu'ils sont isolés ou est-ce que ce sont des déficits qui sont multiples, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas qu'un seul axe de l'hypophyse, mais plusieurs, c'est-à-dire le cortisol, plus la stimulation de la thyroïde, ou bien la thyroïde, plus les déficits gonadotropes, par exemple. Donc, on voit que globalement, assez souvent, les déficits sont quand même isolés, parce que là, par exemple, sur 68,5% de prévalence, en fait, c'est 51,4% qui sont des déficits isolés. Donc, c'est vrai que très souvent, ce sont quand même des atteintes isolées. C'est ce qu'on voit aussi ici, donc justement sur la méta-analyse de 2015,
Donc ça, c'est les gens les gens qui ont des déficits hypophysaires. Parmi ceux-là, donc au moins un déficit ici et donc multiple en gris, pardon. Et la zone blanche, c'est ceux qui ont un déficit isolé. Donc on voit que c'est quand même ça qui prévaut. Alors pourquoi il n'y aurait qu'un seul axe atteint? Ça, on n'a aujourd'hui aucune explication. Et quand on rentre un petit peu dans le détail des déficits, donc là, on voit, là, il y a les déficits, donc le diabète insipide ou le SIADH, qui sont les déficits de la post-hypophyse, ils sont finalement plutôt à la marge. L'hyperprolactinémie, hein, qu'on recherche éventuellement, bon, qui a un peu d'impact, c'est très hétérogène. Le déficit gonadotrope, donc vous voyez qu'on peut aller de 0% à 29%. Alors, il y a des explications à pourquoi de telles variations. Je vais rentrer dans les détails après. C'est pareil, le déficit corticotrope, on va de 0 à 20%. Déficit thyréotrope, on va de 0 à 12%. Par contre, ce qui apparaît vraiment, et ça dans toutes les études, c'est que le déficit le plus fréquent, c'est le déficit en hormones de croissance. Sachant que là, je parle d'études uniquement chez des adultes. Et là, une des explications quand même serait qu'il semblerait que les neurones GHRH, qui commandent après la fabrication de GH au niveau hypophyse, pour une raison qu'on ne connaît pas, mais seraient beaucoup plus fragiles au niveau de leur vascularisation, ce qui pourrait expliquer que dans les cas de traumatisme crânien, ce sont eux en premier qui soient les plus atteints. Alors là, par exemple, dans une revue de 2019, où si on se focalise justement sur le déficit en hormones de croissance, donc voilà, on voit qu'il y a quand même effectivement une prévalence qui n'est pas négligeable. On va jusqu'à 38%. Bon, au plus bas, on est à 9-10%. Ce qu'on s'aperçoit, alors vous, ça ne va pas forcément vous parler, c'est que les tests diagnostiques sont extrêmement variables. Et en fait, on va dire que c'est assez difficile de mettre en évidence des déficits en hormones de croissance. Ça nécessite vraiment des tests dynamiques et très spécifiques qui sont faits dans des services d'endocrinologie, qui ne sont pas faits en routine dans un laboratoire. Ça rend les choses un peu difficiles. On s'aperçoit aussi, là, par exemple, que le mode de recrutement est assez différent parce que dans certaines études, on a fixé, on teste tous les patients qui sont à 12 mois d'un traumatisme crânien. Et puis, dans d'autres études, c'est un autre mode de recrutement et on a jusqu'à 64 mois où là, ici, on prend tous les gens à partir du moment où ils sont à plus d'1 an d'un traumatisme crânien. Donc, ça explique aussi les différences de prévalence. Mais voilà, ce qui est montré, c'est ce qui est là, c'est-à-dire qu'il y a un traumatisme crânien et de façon secondaire, il y a des phénomènes ischémiques, cytotoxiques, inflammatoires qui mènent à de l'apoptose, qui mènent du coup à des déficits en hormones de croissance et à tous les effets indésirables, toutes les manifestations que je décris au début. Donc, grande variabilité par le mode de recrutement, prospectif ou rétrospectif. Il y a des évaluations qui sont ponctuelles. D'autres études ont pris le parti d'être plutôt longitudinales, de voir comment ça évolue dans le temps. Et évidemment, si on recrute juste dans un service de neurochirurgie ou en sortie de réanimation, ce n'est pas la même chose que si on recrute dans un centre de rééducation, par exemple. L'ancienneté du TC aussi est très variable, la sévérité également. Alors après, je vous montrerai, c'est plutôt la prochaine fois en fait, mais que cette sévérité du TC, elle est pas forcément, elle joue pas forcément dans le comment dire, dans le fait qu'il y aura ou pas un déficit. C'est pas un élément qui est forcément corrélé. Mais par contre, ce qui rend vraiment difficile, voilà, l'étude de la littérature, c'est la variabilité des tests hormonaux, la difficulté aussi à avoir des critères et des seuils diagnostiques, et en particulier justement pour le déficit en hormones de croissance. Alors, moi, je vais faire facilement aussi un petit aparté sur l'étude que j'avais débutée pendant mon internat pour faire ma thèse, que j'ai poursuivi la durée de mon clinica, puis après, en lien avec Odile
Klosowski, et je sais que ça a continué après moi, hein, quand je suis partie. Et en fait, on avait publié un papier, même deux, il y a eu un deuxième après. Et donc, on avait, nous, à ce moment-là, 93 patients qui étaient inclus, hein. Ça, en fait, c'est les résultats de ma thèse, hein. Et on avait donc pris le parti de prendre des patients, par contre, qui étaient adultes, mais à plus de 12 mois d'un traumatisme crânien. Et donc, vous voyez, on avait une grande portion de TC sévère, mais une portion également de TC léger, pas négligeable. Et en fait, on s'était dit, donc, qu'est-ce qui est commun entre le déficit hypophysaire, justement, et les manifestations persistantes chez les patients qui ont eu un traumatisme crânien? C'est voilà, ces troubles neuropsychologiques, que ce soit l'asthénie, les troubles de la mémoire, de l'attention, le manque d'élan vital, etc. Eh bien, on va cibler ces patients-là pour faire du dépistage. Ce qui explique peut-être qu'on ait trouvé effectivement une prévalence finalement pas négligeable, je vais vous montrer après. Donc, soit c'était des plaintes qui émanaient clairement du patient ou de l'entourage, soit c'était des troubles dépistés au cours d'évaluations neuropsychologiques. Et donc, ces patients-là, moi, je les ai tous vus en consultation à l'époque, et puis derrière, on faisait des évaluations endocriniennes par des tests dynamiques, donc des tests vraiment, vraiment spécifiques. Et ce qu'on avait trouvé, c'est que 44% des patients avaient au moins un déficit hypophysaire qui justifiait d'être substitué. Et même deux déficits, voire plus, dans à peu près 27 chez 27% des patients. Il ressortait quand même qu'effectivement, il y avait très souvent des déficits isolés, comme vous voyez. Alors, comme dans la littérature, hein, on avait trouvé peu de diabète insipide. Alors, curieusement, on n'avait pas trouvé de déficit gonadotrope. Ça, je n'ai pas d'explication. Sur le thyréotrope et le corticotrope, ici, on était à peu près sur les taux qu'on trouvait dans la littérature. Et clairement aussi, nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait une prévalence importante de déficit en hormones de croissance. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le délai aussi par rapport au traumatisme crânien joue un rôle évident dans les prévalences qui vont être annoncées. Là, par exemple, c'est dans une revue de la littérature où on voit à la phase aiguë. Donc, à la phase aiguë, là, clairement, par contre, on trouve une prévalence importante du diabète insipide, du SIADH et aussi de l'hyperprolactinémie. On trouve également, vous voyez, jusqu'à 80% de déficit gonadotrope. Par contre, les déficits thyréotropes très peu, corticotropes et en hormones de croissance assez, on va dire, variables. Mais vous voyez, là, c'est pareil, hein, avec des tests qui sont très différents. Et surtout, dans le déficit en hormones de croissance, comme je vous disais, il faut faire des tests dynamiques. Sauf que des tests dynamiques, on ne va pas s'amuser à les faire chez des patients qui sont en réanimation, en fait, qui sont à la phase aiguë. Parce que déjà, certains, par exemple, j'en parlerai ça c'est la prochaine fois, comment on dépiste, mais il y a notamment l'hypoglycémie insulinique. On ne va pas mettre un patient traumatisé en crânien qui est dans le coma, on ne va pas on va pas le mettre en hypoglycémie pour voir comment répond son hypophyse. Donc, il y a une contre-indication à certains tests. Il y a le fait d'une adaptation physiologique aussi, hein, à la phase aiguë. Fabriquer un peu plus de cortisol, c'est plutôt une bonne adaptation. Donc après, où est-ce qu'on met les critères? Où est-ce qu'on met les seuils? Les seuils diagnostiques clairement en phase aiguë, par exemple sur le déficit corticotrope, ils ne sont pas très bien établis non plus. Et puis, il y a potentiellement des interactions médicamenteuses qui peuvent fausser aussi nos dosages hormonaux. Donc vraiment, très très difficile d'interprétation, tous les dosages hormonaux à la phase aiguë. Alors ensuite, donc il y a des études qui ont essayé de voir de façon prospective en fait comment ça a évolué. Alors là ici par exemple, on voit donc dans cette étude, ils ont regardé à la phase aiguë à 6 mois, à 12 mois. Alors de mémoire, là c'est pareil, ils n'utilisaient pas forcément les mêmes tests à la phase aiguë qu'après à 6 mois, 12 mois où on peut faire plus facilement des tests dynamiques. Là, une autre étude où ils regardaient ce qui se passait à la phase aiguë, puis après au bout d'un an. Donc, il y a au moins une atteinte hypophysaire à la phase aiguë. Vous voyez, la prévalence, elle est quand même très importante, 50 à 76% des cas. Et on voit que ça va quand même rebaisser un peu. Alors, finalement, assez rapidement, hein, parce que dès 3 mois, ça baisse. Puis après, ça stagne, en fait, à un an.
Ce qui est évident, et ça, nous, c'est ce qu'on a trouvé aussi dans notre étude, même si elle n'était pas prospective longitudinale, c'est que les déficits gonadotropes ou les déficits, comme on voit ici, hein, post-hypophysaire, globalement, ils récupèrent. On a des prévalences qui sont importantes à la phase aiguë et on voit petit à petit eh bien, que ça diminue. Et là, on a la même chose. Vous voyez, on passe de 41% à 7%. Pourquoi? Parce que là, c'est des atteintes qui sont plutôt fonctionnelles. C'est-à-dire que, voilà, c'est sur l'instant. Par exemple, le déficit gonadotrope, on sait bien que l'organisme, quand il est en situation de stress, la priorité, c'est pas de se reproduire. Donc, il va mettre complètement au repos tout l'axe de FSH, LH et testostérone, œstradiol. On sait bien, par exemple, que les patientes, dans ces moments-là, il y a des périodes d'aménorrhée, etc. Donc, c'est vraiment, c'est un phénomène adaptatif et donc, du coup, ça va récupérer après. Donc, il y a des récupérations, ça c'est évident, mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a des déficits d'apparition différés. Là, vous voyez, à la phase aiguë, on n'a pas de déficit corticotrope, on en a à peu près 10%, et là, quasiment, on double la prévalence. Là, c'est pareil, le déficit en hormones de croissance, il augmente. Donc, clairement, sur les axes corticotropes, thyréotropes et somatotropes, on peut avoir des atteintes différées. Et c'est probablement par ces phénomènes neuro-inflammatoires d'auto-anticorps qui vont mettre plus de temps en fait, à s'installer. Et c'est, entre parenthèses, des dégâts qu'on ne va pas voir tout de suite, mais qu'on va voir apparaître dans le temps. Et il y a une étude qui a même fait carrément et longitudinale les mêmes patients à 1 an puis à 3 ans. Et donc, on voit très bien que entre les deux, il y a des phénomènes de récupération, hein. Un déficit corticotrope en moins, 7 déficits en hormones de croissance en moins. Donc, il y a tout un tas de patients qui vont récupérer entre la première et la troisième année. Mais on voit aussi qu'il y a des nouveaux déficits qui vont apparaître entre les deux. Alors là, on a clairement les mêmes tests qui étaient utilisés à 1 an et à 3 ans. Et donc, des gens qui n'avaient pas de déficit à 1 an, corticotropes ou en hormones de croissance, et qui se retrouvent avec un déficit que l'on voit par contre à 3 ans. Alors pour l'enfant, je n'ai qu'une diapo parce que il y a beaucoup moins d'études en fait chez l'enfant, alors qu'effectivement il y a quand même un enjeu qui est l'enjeu de la croissance. Et voilà, ce qui est retrouvé dans la méta-analyse, il y a une prévalence un peu moins importante. Alors est-ce que c'est juste parce qu'on n'a pas assez de données? Après, peut-être aussi il y a une plasticité au niveau du cerveau qui est peut-être meilleure. Alors peut-être que du coup l'hypophyse est moins touchée, récupère mieux aussi. J'ai pas d'explication et voilà. Moi, je m'occupe plutôt du monde adulte, j'avoue, donc j'ai pas fouillé plus, mais il y a beaucoup moins de choses chez l'enfant que chez l'adulte. Et donc, maintenant, est-ce que effectivement, on peut corréler ces déficits hypophysaires avec des altérations du devenir chez le patient traumatisé crânien? Alors, sur le plan neuropsychologique, il y a Popovic, donc un de ceux qui a fait beaucoup d'études dans le domaine en 2004 et 2010. Alors, il a trouvé, et là c'est très compliqué, des relations sur une première étude entre la sécrétion justement altérée en hormones de croissance et des capacités mnésiques ou d'apprentissage qui étaient altérées. Pareil, altération de la fonction de la sécrétion d'hormones de croissance entraînait plus de plaintes somatiques de type fatigue-dépression. En 2010, en utilisant vraiment des évaluations neuropsychologiques un peu plus poussées entre les gens qui ont un déficit hormone de croissance ou pas, à au moins 1 an d'UTC, ils ne retrouvent pas cette fois-ci. Alors, ce n'était pas la même population. Et à chaque fois, alors, je n'ai pas mis, mais c'est même pas une vingtaine de patients. Les séries, c'est vraiment des toutes petites séries. Aga, qui est un de ceux aussi qui a beaucoup publié, montre pas de différence significative entre le score de qualité de vie que nous, on utilise dans les déficits hypophysaires, donc là, le QOL-HGHDA, chez les gens qui ont ou pas un déficit hypophysaire. C'est altéré dans les deux cas. Kelly, pas de différence non plus sur ce même score. Par contre, quand il utilise un questionnaire un peu plus général, le SF36, il trouve une altération significative des capacités physiques, de la fatigue, de l'énergie, des réactions émotionnelles chez les patients qui ont un déficit hypophysaire. En fait, la plus grosse, entre guillemets, étude qu'on trouve, c'est Closeux, là, en 2007, 104 patients. Alors, par contre, il n'y avait que 16 qui avaient un déficit hypophysaire, 88 100.
30 patients contrôles. Alors, les contrôles, ce n'était pas de trauma crânien. Et par contre, les 16 et 88, là, c'était des patients traumatisés crâniens, 16 avec un déficit hypophysaire, 88 sans. Donc, lui, il a trouvé quand même qu'il y avait de façon significative une altération sur le questionnaire de qualité de vie EQ5D. Le QOL-AGHDA, alors il marche en sens inverse, c'est-à-dire que plus on a un score élevé, plus ça signifie que la qualité de vie est altérée. Donc là, il est significativement plus altéré chez les gens qui ont un déficit en hormones de croissance. Et puis, sur le questionnaire NHP, il montre bien aussi et que lui, dans son étude, il trouve une altération plus marquée des items qui tournent autour du sommeil, autour de l'énergie ou encore de l'isolement social. Donc, on voit que c'est compliqué. C'est compliqué parce que par rapport au type de test utilisé, est-ce qu'il faut utiliser des tests qui sont plutôt spécifiques des déficits hypophysaires, des tests plutôt spécifiques des traumatisés crâniens? Je sais qu'il y a par exemple le Colby ou des choses comme ça. Il y a le problème évidemment de la nosognosie qui rend compliqué évidemment l'interprétation des tests. Il y a l'intrication de plusieurs déficits hypophysaires, des déficits hypophysaires avec les séquelles neuropsychologiques, et puis surtout, ça n'a jamais été fait sur des populations très importantes. On est à chaque fois sur des faibles populations. Alors, à Lille, donc là, c'était plutôt au DIL avec l'interne qu'elle avait à l'époque, qui avait testé, fait passer des évaluations neuropsychologiques, des questionnaires de qualité de vie, etc., aux patients qu'on avait dépistés. Et donc, l'étude, là, elle a été publiée sur 55 patients. Et en fait, ce qui a été retrouvé, c'était la même population que ceux tout à l'heure. Donc, la prévalence des déficits, elle était à peu près la même. Et donc, on avait pu comparer ceux qui avaient un déficit et pas de déficit. Et bien que les déficits en hormones de croissance, en cortisol ou en hormones thyroïdiennes étaient associés à des troubles cognitifs plus fréquents, troubles de la mémoire, troubles de l'attention. Le déficit en hormones de croissance était associé à des altérations du devenir, notamment participation aux activités du quotidien, le gosse ou donc le colibri sur les items plutôt sociaux. Et en analyse multivariée, évidemment, il ressortait qu'il y avait une corrélation entre la sévérité du TC, les contusions multifocales, les lésions axonales diffuses et les atteintes du devenir. Mais on retrouvait ensuite une corrélation également avec l'hormone de croissance, le déficit en hormone de croissance et le déficit en cortisol. Donc, qui apparaissent finalement quand même, qui semblent vouloir apparaître comme des facteurs aggravants. Par contre, ce qui fait là aucun doute, c'est vraiment le retentissement métabolique. Alors ça, on peut prendre toutes les méta-analyses possibles. Donc là, l'étude de Close, là sur les 104 patients, on voit très clairement qu'il y a chez les patients qui ont un déficit hypophysaire par rapport à ceux qui n'en ont pas, même si on prend que des patients traumatisés crâniens, une nette élévation du cholestérol total, du LDL cholestérol, des triglycérides, du tour de taille ici et du BMI, de la masse grasse et en particulier de la graisse abdominale. Donc, il y a voilà, un syndrome métabolique qui se met en place. Alors, multifactoriel, évidemment. Il y a la conséquence directe du déficit hypophysaire, parce qu'on sait que ça fait partie des conséquences du déficit hypophysaire, mais on sait aussi, évidemment, que ce sont des patients qui vont avoir une réduction de leur activité physique, soit liée au handicap, mais ça peut être lié aussi au manque de motivation, d'élan vital, etc., soit aussi, plus volontiers, des troubles du comportement alimentaire pour de multiples raisons. Et dans notre étude lilloise, eh bien, on a retrouvé exactement la même chose sur nos 93 patients du début. On voit très bien que quand les gens ont un déficit hypophysaire, ils ont un BMI plus élevé significativement, un tour de taille plus élevé, cholestérol total et LDL plus élevé, triglycérides plus élevés par rapport à ceux qui n'ont pas de déficit hypophysaire, mais qui ont eu tout de même le traumatisme crânien. Et puis, si on regarde un peu plus quel déficit effectivement hypophysaire est impliqué, eh bien là, c'est pareil, on voit bien que chez les gens qui ont un déficit sévère en hormones de croissance, par rapport à ceux qui n'en ont pas, le BMI est plus élevé, tour de taille, rapport tour de taille, tour de hanche, l'insulinémie à jeun aussi, qui est donc un des facteurs d'insulinorésistance, et puis donc toutes les franges du cholestérol qui sont
aussi clairement et significativement plus élevés dans le groupe avec déficit en hormones de croissance. Voilà, donc ça, c'était pour la partie d'aujourd'hui pour dresser un peu le tableau. Et en fait, pour les courageux et ceux que ça aura intéressé, la prochaine fois, j'aborderai justement qui ont des pistes, comment et quand. Donc, toutes les modalités du dépistage et les modalités et les effets attendus du traitement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis ouverte aux questions. Merci beaucoup, Edwige. Sur peut-être la prochaine intervention sur le qui, comment et quand dépister. Je pense à certains patients qu'on voit qui sont de multiples couches de vêtements sur eux, qui disent avoir tout le temps froid, sur lequel le bilan endocrinologique standard est normal. Je suppose que cela, il faut les envoyer chez l'endocrinologue, mais quand on le fait, peut-être pour un endocrino qui n'était peut-être pas très habitué à ce type d'évaluation, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait eu de test dynamique, mais en tout cas, le bilan revient normal. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors là, c'est par rapport aux symptômes, vraiment frilosité et tout ça? Oui. Ouais. Alors, au-delà du trouble du comportement, je ouais. dirais de s'habiller anormalement en fonction des saisons, par exemple, Ouais. et vraiment D'accord. multiplier les couches. Ouais. Alors ça, effectivement, de toute façon, nous, endocrino, sur un symptôme comme ça, on va chercher, on va focaliser vraiment sur l'axe thyréotrope, parce que les autres axes, il n'y a pas vraiment de raison, ou éventuellement l'axe gonadotrope. Dans les deux cas, ces deux axes-là ne nécessitent pas de test dynamique. Et les déficits, par exemple, le déficit en hormones de croissance ou le corticotrope, qui sont les deux principaux qui nécessitent des tests dynamiques, ne donnent pas des symptômes de ce type-là. Par contre, après, effectivement, ça peut être des gens qui ont quand même des troubles de régulation au niveau de la température, mais qui sont indépendants des hormones.